Madame, Monsieur, bienvenue dans le 20h Week-end. Voici vos infos du soir. Nous reviendrons sur les nombreuses dénonciations à l'encontre de la résolution du Parlement européen adoptée jeudi dernier contre le Maroc. Un texte à charge jugé totalement inapproprié. Le début de semaine s'annonce très froid dans le royaume. Nous serons près d'Oulmès où les habitants se préparent à contrer la rudesse de l'hiver. Coup de projecteur dans cette édition sur l'état des ressources hydriques à la faveur des dernières précipitations. Nous ferons le point en compagnie du directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts. Et dans notre rubrique Demain à la une, nous évoquerons la situation troublée au Brésil à la veille de la première visite du président Lula en Argentine. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a donc dénoncé avec force et précision la résolution européenne hostile au Maroc. À l'issue d'une réunion hier, le CSPJ a pointé du doigt de graves atteintes à l'indépendance de la justice dans le royaume. Les développements avec Amina Ben Khalq et Hicham Souni. Indignation du côté du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Cette institution dénonce avec vigueur la résolution du Parlement européen qui contient des accusations et des allégations graves portant atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire au Maroc. Ces allégations travestissent les faits et sèment le doute sur la légalité et la légitimité des procédures prises au sujet d'affaires dont certaines ont été jugées et d'autres en cours, selon le communiqué du Conseil. Le Conseil regrette cette dénaturation des faits dans le cadre de procès qui se sont déroulés conformément à la loi, dans le respect total des garanties constitutionnelles et des conditions d'un procès équitable reconnu au niveau international. Le Conseil dénonce également l'approche du Parlement européen qui s'est arrogé le droit de juger la justice marocaine de manière flagrante et partiale et d'inciter à exercer des pressions sur le pouvoir judiciaire pour la libération immédiate de personnes mentionnées dans la résolution en question. Le Conseil exprime son rejet catégorique de toute ingérence dans la justice ou tentative d'influencer ses décisions, d'autant que certaines affaires évoquées sont toujours devant les tribunaux. Ceci contredit toutes les normes et règles internationales, notamment les principes et déclarations des Nations Unies relatives à l'indépendance de la justice. Le communiqué rappelle enfin les avancées réalisées ces dernières années par la justice marocaine, telles que l'indépendance du parquet vis-à-vis du pouvoir exécutif dès 2017, ou encore la création de ce conseil qui a pour but d'ériger la justice en pouvoir indépendant. Et pour sa part, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger a condamné vigoureusement la résolution du Parlement européen qui attaque le Maroc. Dans un communiqué, le CCME dénonce une atteinte explicite à l'histoire vieille de plus de 6 siècles des relations distinguées et imbriquées entre le Maroc et les pays européens. Pour sa part, le Parlement arabe a fait état de son grand mécontentement. Dans un communiqué publié à l'issue de sa 3e session, l'institution panarabe a fait savoir qu'elle avait suivi avec une grande préoccupation les résultats du vote de la résolution du Parlement européen contre le Maroc, rejetant toutes les ingérences étrangères visant des pays arabes sous couvert des droits de l'homme. Et notez par ailleurs que les deux chambres du Parlement organisent demain en début d'après-midi une plénière conjointe consacrée à la discussion des dernières positions du Parlement européen vis-à-vis du Maroc. À présent, la visite d'une délégation italienne de responsables locaux à Dakhla. Cela a donné lieu à la signature hier d'un accord cadre de partenariat avec la commune de Vibo Valentia dans le sud de la péninsule. Reportage Nizar Bouhout et Salima Benabou. Elle est de retour à Dakhla. La dernière visite de Maria Limardo remonte à mars 2022, lorsque Vibo Valentia, municipalité qu'elle dirige, s'est jumelée à la ville de la Baie. Ce nouvel accord ouvre la voie à des échanges entre les deux villes. Je suis ravie d'être ici. J'ai découvert le potentiel de Dakhla, notamment dans le domaine de la pêche et du tourisme. On m'a aussi montré le nouveau port en construction, qui offre également de très belles opportunités. Cet accord de partenariat qui lie Vibo Valentia et Dakhla permettra de développer divers secteurs, notamment touristiques, culturels et commerciaux. Dans le programme de Maria Limardo, plusieurs visites de terrain pour s'informer de près des potentialités de la région, car au-delà de cet accord, ce jumelage prévoit de promouvoir Dakhla. Les programmes de développement lancés par Sa Majesté le roi Mohammed VI incarnent une volonté de coopération internationale et décentralisée. Dans cette visée, cela va permettre de mettre en avant toute la région Dakhla Ouad Dahab.
Séduite par le climat, mais pas seulement, Maria Limardo a fait part de sa volonté de créer une liaison aérienne directe qui lierait Dakhla à l'Italie. Sachez qu'une vague de froid va déferler sur une bonne partie du royaume entre demain et mercredi avec des températures variant entre -6 et +4 degrés. Et pour affronter la chute des températures, justement, certaines familles rurales n'ont d'autre choix que de se procurer du bois de chauffage en forêt, une corvée qui incombe souvent aux femmes. Reportage près d'Oulmès avec Mohamed Boubkar, Mouloudi Zindine et Wissal Allem. On l'appelle la lionne de l'Atlas, un surnom qu'elle a acquis à la force du poignet. Chaque jour, cette quinquagénaire parcourt 3 km pour chercher du bois de chauffage, une corvée que subissent les 4000 habitants du village de Tarmilat. Chaque hiver, mon rôle est de récolter du bois. On l'utilise essentiellement pour nous réchauffer et aussi pour cuisiner. Dans cette région située à 80 km de la ville de Khnifra où le mercure chute jusqu'à -6 degrés, le chauffage reste le seul moyen pour affronter les conditions climatiques extrêmes. Le bois devient donc une denrée rare et précieuse. Cette famille se contente de quelques brindilles. Il fait extrêmement froid là où on vit. Rares sont les personnes qui peuvent résister en période d'hiver. Près de 80% du bois récolté dans les forêts de la région est utilisé pour se chauffer. Les autorités locales sont confrontées à la nécessité de préserver les ressources naturelles d'une part et de venir en aide aux populations des zones montagneuses recluses d'autre part. Dans ce contexte climatique, le ministre de l'Eau a multiplié les initiatives pour renforcer l'approvisionnement du royaume. Hier, Nizar Baraka a visité le barrage d'Agdez et lancé un projet hydraulique dans la province de Zagora. La veille, il présidait le conseil d'administration de l'agence du bassin hydraulique du Gir-Zizgris. L'occasion d'aborder l'achèvement des travaux du barrage Qaddoussa dans la province de Rachidia et le lancement de ceux du barrage de Khengrou dans la province de Filik. Et au sujet de l'état des réserves d'or bleu dans le royaume, nous retrouvons en direct et en duplex de Rabat le directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts, Abdelrahim Houmi. Bonsoir et bienvenue. Quel état des lieux faites-vous aujourd'hui en termes de ressources après les dernières précipitations que nous avons connues? Merci Wadi. Tout d'abord, il faut noter que notre pays a connu une baisse des réserves en eau durant les 3 dernières années. Donc une baisse qui était significative un peu partout. Dieu merci, avec les dernières précipitations, on vit un reversement de la situation, donc une situation qui s'améliore, donc la fin de la tendance baissière des réserves en eau. Cette situation d'amélioration, elle est différenciée en fonction des régions. Il y a dans les bassins versants, dans la région nord, la situation est plutôt très confortable. Par contre, au centre, dans le bassin versant de Omarbe et de Bourgreg, la situation reste encore préoccupante. Mais on espère qu'avec les prochaines précipitations et notamment les chutes de neige qui auront lieu très prochainement, la situation peut s'améliorer relativement. Dans la partie sud et l'orientale, il y a une amélioration dans les bassins versants de Mlouia, dans Ziz et Gris, et une stagnation, je dirais, une situation un peu similaire que l'année dernière au niveau de Soussmassa. Comment est-ce que votre gestion des forêts permet d'optimiser le réapprovisionnement des nappes phréatiques ? Il faut tout d'abord remarquer que 70% des ressources en eau proviennent des zones de montagne où il y a la majorité de nos forêts. Et tout le monde sait que la forêt joue un rôle crucial dans la gestion des ressources en eau à travers ce rôle de régulateur des flux de l'eau. Donc les arbres, les plantes améliorent l'infiltration de l'eau, ils protègent le sol, ils évitent aussi les inondations. Donc la forêt est vraiment, je dirais, un rôle crucial dans la gestion des ressources en eau. Donc toutes les actions que nous faisons, donc que ce soit la reforestation, la préservation des ressources, la lutte contre l'érosion ou aussi les approches participatives avec les usagers, confortent aussi la gestion de la ressource en eau au niveau national. Cela veut dire que les usagers des forêts ont aussi une responsabilité dans la préservation des ressources hydriques. Lorsqu'on demande au grand public, à la population, aux citoyens de faire attention aux réserves précieuses d'eau potable, cela passe aussi par les forêts.
Tout à fait. La préservation donc des forêts en impliquant les populations usagères, en les sensibilisant sur l'intérêt de protéger ces ressources, donc contribue aussi à la préservation des ressources en eau. Tout le monde sait que la participation des usagers dans la conservation de la forêt est le seul moyen de préserver ces ressources. La stratégie forêt du Maroc lancée par Sa Majesté, que Dieu le glorifie, a visé justement ce renversement de situation de telle façon à ce que la population usagère serait donc le garant de la préservation des ressources forestières. Dans un processus gagnant-gagnant, la population va pouvoir, je dirais, donc préserver les forêts et par conséquent préserver les ressources en eau. Donc toutes les expériences que nous avons menées jusqu'à maintenant dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie nous démontrent vraiment l'efficacité de cette approche. Donc en préservant la forêt, on va préserver également nos ressources en eau à l'échelle nationale. Merci beaucoup, Abdelrahim Houmi. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts. Et à propos de gestion des ressources en eau, direction le sud du royaume où les modalités de gestion du bassin hydraulique Oued Dahab Saqiya Hamra sont passées à la vitesse supérieure. C'est la première info de ce tour des régions en 80 secondes, piloté par Jaziel Hammari. Du côté de l'Ayoun, la gestion et la préservation de l'eau ainsi que la prévention des effets des phénomènes climatiques sont les principales missions du Conseil du bassin hydraulique. Une assemblée constitutive qui s'est réunie pour la première fois cette semaine pour notamment élire son président. Le but, élaborer un plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau. Dans la Perle du Sud, c'est la sensibilisation à l'adoption des technologies propres et au développement des projets verts qui était au cœur de la deuxième édition de la caravane régionale durable. Initiée par le cluster des énergies renouvelables, le rendez-vous a été marqué par l'organisation de 4 panels ainsi que la remise de trophées aux lauréats du Green Invest Challenge. Dans la zone d'activité économique de Fneder, 8 mois se sont écoulés depuis l'ouverture et déjà 56 startups ont investi les lieux. Un engouement suscité notamment par une facilité dans les procédures administratives et dans le paiement des droits de douane. Aujourd'hui, ce sont 320 millions de dirhams d'échanges qui ont été enregistrés. Azagora, c'est la cause nationale qui a alimenté le débat cette semaine. Un colloque national initié par la faculté des sciences juridiques de Mohammedia et qui avait pour vocation de faire le point sur les derniers développements de la question du Sahara marocain. Des échanges auxquels ont participé des universitaires, des chercheurs ainsi que des experts. Vous êtes bien dans le 20h Week-end. Ne zappez surtout pas. Dans un instant, Jamal Oualem nous donnera des nouvelles du marché des transferts d'hiver. Il nous dira aussi de quelle manière il a été impacté par les nouvelles règles de la FIFA. Et nous recevrons Mouna Charat. L'artiste expose actuellement ses œuvres au cœur de l'espace Artorium. Elle nous aidera à percer les secrets de sa time capsule. Et tout de suite, dans notre rubrique Demain à la Une, la première visite ce lundi du président Lula en Argentine, un déplacement stratégique qui intervient dans un contexte politique troublé au Brésil. Les précisions avec Oussama El-Brali. C'est un début de mandat difficile pour le président brésilien Lula. Le 8 janvier dernier, quelques jours seulement après son investiture, plusieurs milliers de partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro prenaient d'assaut la place des 3 pouvoirs à Brasilia. Pour le président entrant, la responsabilité de son prédécesseur est envisageable. J'ai eu l'impression que c'était le début d'un coup d'État. J'avais même l'impression que les gens obéissaient aux ordres et aux directives de Bolsonaro depuis longtemps. Nous avons les services de renseignement de l'armée de l'air, du Brésil, mais aucun d'entre eux ne m'a prévenu. Suite à ces événements, plus de 2000 personnes ont été arrêtées. Parmi elles, 53 membres des forces militaires, ainsi que l'ancien ministre de la Justice et de la Sécurité, Anderson Torres. Je comprends que les forces armées n'étaient pas directement impliquées. Maintenant, si un individu a participé, il répondra en tant que citoyen. Bien que l'implication directe de l'armée n'ait pas été avérée, le président Lula a pris ses précautions en limogeant hier soir le chef de l'armée de terre, Julio César de Arruda, avant de s'envoler pour son premier déplacement officiel en Argentine à l'occasion du 7e sommet des États latino-américains et caribéens. L'actualité internationale endeuillée par cette fusillade aux États-Unis qui a fait 10 morts et 10 blessés. Un tireur a fait irruption dans un dancing en Californie, près de Los Angeles, avant de prendre pour cible des membres de la communauté asiatique qui célébraient le Nouvel An lunaire.
Et cette condamnation du Conseil supérieur des Ulama que préside Amir al-Mouminin Sa Majesté Mohammed VI, l'institution a dénoncé le crime d'extrémistes suédois qui ont brûlé le Saint-Coran hier à Stockholm, considérant qu'il s'agit d'une agression ayant pour origine l'ignorance des valeurs humaines idéales portées par le livre sacré, avant d'ajouter que ce crime injustifiable offense les musulmans et heurte leur sensibilité. Comme tous les dimanches, nous vous proposons notre sélection de personnalités qui ont fait l'actu cette semaine. Et on commence avec la première ministre de Nouvelle-Zélande qui a annoncé jeudi dernier qu'elle allait démissionner. Jacinda Ardern s'est dite épuisée, confiant ne plus avoir assez d'énergie pour aller jusqu'au bout de son mandat. Elle aura tenu plus longtemps que quiconque. Sœur André, la doyenne de l'humanité, s'est éteinte à l'âge de 118 ans mardi dernier. C'était quelques jours avant son anniversaire qui aurait dû avoir lieu le 11 février. Vous connaissez tous la célèbre plateforme de films et de séries en ligne. Son cofondateur a quitté ses fonctions de PDG jeudi dernier. Reed Hastings restera cependant président exécutif de l'entreprise américaine. Enfin, l'entraîneur de l'équipe italienne de la Salernitana lundi dernier, Davide Nicola, a été viré par son club après une défaite 8-2 contre l'Atalanta Bergame. 2 jours plus tard, il était de retour à son poste à la demande des joueurs, ce qui ne les a pas empêchés de perdre hier 2-0 contre Naples. Et voilà qui nous amène à la chronique sport de Jamel Oualem. Bonsoir, et vous avez décidé de faire un point sur le mercato d'hiver, notamment en vous intéressant aux joueurs marocains. Bonsoir mon cher Wadir. Pour l'instant, aucun joueur national ayant participé à la Coupe du Monde n'a été l'objet d'un transfert. Les rumeurs continuent de circuler. En début de mercato, Azzin Ounahi, Sofiane Amrabat, Walid Chdira ou encore Soufiane Boufal étaient les joueurs les plus cités. Ces derniers jours, Yahya Tiatllah et Youssef Nesseri sont très convoités. Des bruits, oui, des rumeurs, mais pour l'instant, aucune officialisation. Et si le marché est curieusement calme, Jamel, c'est en partie à cause des nouvelles règles instaurées par la FIFA. L'instance fêtière a en effet imposé de nouvelles règles contraignantes pour les clubs. Depuis le 9 janvier, un agent de joueur ne peut plus représenter plusieurs parties dans une même opération. Il était fréquent qu'un agent de joueur soit sollicité par des clubs. Il en profitait pour placer ses poulains. C'est désormais interdit. Il y a également désormais une limitation des commissions lors des transferts. Le nombre de prêts est lui maintenant limité à 8 joueurs par club et par saison. C'est une grande limite, un grand coup pour le mercato hivernal qui demeure un marché d'appoint en milieu de saison. Un pays cependant fait exception, l'Angleterre. La première ligue anglaise demeure le championnat le plus riche et le plus concurrentiel. Les restrictions de la FIFA ne semblent pas avoir eu d'impact sur le mercato et certains clubs comme Chelsea dépensent sans compter. Plus de 200 millions ont ainsi déjà été injectés dans de nouveaux joueurs par le club de Hakim Ziyech. Et une méthode interpelle, la durée des contrats. Elle est énorme, 8 ans et demi pour l'Ukrainien Mudryk, 7 ans et demi pour le Français Badiachil. Une durée interdite en Europe occidentale et qui a pour but d'étaler sur le long terme les sommes folles investies et ainsi contourner le fair play financier. Si mouvement de Marocains il y a cet hiver, ce sera certainement vers l'Angleterre. À suivre donc, merci beaucoup Jamal, et à la semaine prochaine. Je vous propose maintenant de découvrir un aspect assez peu connu du monde de la mode. Une réalité dénoncée par la top modèle marocaine, Selwa Raja. Égérie de plusieurs marques internationales, la mannequin dénonce les discriminations dans ce milieu de la part d'agents de casting ou de représentants de certaines enseignes. Elle a donc décidé de briser la loi du silence et de témoigner. Selwa Raja, que l'on retrouve en direct et en duplex de Paris. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a poussé, dites-nous, à dénoncer dans les médias les discriminations dans la mode ? Alors déjà, il y avait une vraie crise identitaire qui s'est prononcée chez moi de par toutes les discriminations que j'ai vécues. On va dire qu'à force de me dire que je n'étais pas assez bien de par mes origines, je les ai mises de côté et je me suis un peu perdue. Et en plus de ça, j'ai créé un groupe avec plusieurs mannequins maghrébins qui m'ont tous parlé des expériences qu'ils ont vécues et je me suis dit qu'il fallait que je me lance, sinon on allait attendre éternellement. Justement, dites-nous quel type d'expérience, quel type de discrimination est-ce que vous avez dû affronter dès le début de votre carrière ?
Alors, il y a eu beaucoup de choses. Déjà, quand j'ai signé en agence, on m'a demandé de dire que j'étais brésilienne et que ça passait mieux. On a aussi changé mon prénom dans une agence. On m'appelait Sylvie plutôt que Salwa. On m'a dit que ma couleur était trop cheap. On n'a pas voulu mettre mon prénom sur un magazine parce qu'ils trouvaient qu'il avait trop une consonance arabe. Et j'en passe. Est-ce que vous n'avez pas redouté à un moment que cela vous desserve dans cet univers qui est quand même assez fermé, même si on peut le voir sur Internet ou sur les réseaux sociaux, vous vous en sortez plutôt pas mal? Alors si, bien sûr, c'était un peu ce qui m'effrayait parce que c'était soit ça passait et les gens le prenaient d'une manière assez positive parce qu'il faut parler des discriminations, il faut parler de ce qui ne va pas, mais je me suis dit qu'il fallait absolument que je le fasse pour moi, pour les autres et pour les générations à venir. D'autres top modèles, notamment celle dont vous parliez il y a un instant, ont rejoint le mouvement. Est-ce que les langues se délient en la matière? Alors publiquement, pas encore assez à mon goût, mais je pense que ça va venir. Il faut que les gens aussi prennent conscience qu'il n'y aura pas d'impact sur leur carrière et qu'à partir du moment où on dénonce quelque chose sans attaquer qui que ce soit, il n'y aura qu'un côté positif. Depuis que vous avez décidé de prendre la parole, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été entendu et que les mentalités commencent, même si c'est à petits pas, à évoluer? Je pense que c'est encore trop tôt. J'avais commencé à en parler en novembre et c'est encore trop tôt pour voir un réel impact, mais je vais y arriver. Écoutez, en tout cas, bravo d'avoir mis sur la scène publique ces réalités. Et puis, on vous souhaite une belle continuation et une belle carrière. Salwa Raja, qui était avec nous en duplex depuis Paris. On ouvre notre page culturelle avec l'exposition consacrée à Mounat Charat. L'artiste casablancaise y dévoile des œuvres qu'elle a rassemblées sous l'intitulé de Time Capsule, une approche poétique qui mêle peinture, dessin, sculpture et autres installations au cœur de l'espace Artorium dans la capitale économique, un dispositif dans lequel le visiteur prend toute sa place comme pour prolonger encore plus longuement le processus créatif de l'artiste. Mounat Charat qui nous a rejoint sur le plateau du 20h Weekend. Vraiment ravi de vous recevoir. En général, les artistes, lors d'une exposition, ils décident de s'adonner à un certain type d'exercice artistique. Vous avez choisi de mélanger les genres. Pourquoi ? D'abord, merci de me recevoir. Bonsoir. Et pour varier l'expérimentation, on va dire. Je ne peux pas me cantonner à un seul médium. Donc il y a de la peinture, il y a de la sculpture, du dessin, des installations. C'est tout, voilà, c'est tout. Et comment est-ce que vous décidez, de la céramique également, comment est-ce que vous décidez de rassembler tous ces univers et à quel moment est-ce que finalement le lien s'établit? Est-ce que c'est pendant le processus de création? C'est pendant le processus. Donc dès l'origine, avant que les œuvres ne soient installées en galerie, vous savez comment est-ce que vous allez mettre tout cela en... Je cherche longtemps et puis je finis par trouver. Et puis quand le lien est là, il se montre tout seul. Alors vous avez intitulé cette exposition Time Capsule, ça englobe l'ensemble des œuvres. Qu'est-ce que c'est que cette Time Capsule? Alors une Time Capsule, tout le monde connaît la capsule temporelle pour être un jeu parfois en se disant on enterre quelque chose pour que dans le futur les gens le retrouvent. Pour moi, c'est tout simplement un essai de court-circuit un petit peu entre le passé, le présent et le futur. Une œuvre d'art est un court-circuit ou une time capsule parce qu'on l'a fait à un moment donné avec une mémoire et on la travaille dans le présent pour être vu dans le futur. Donc c'est cette idée-là et puis en même temps tout ce travail à moi qui parle de mémoire et d'origine qui fait que j'ai voulu jouer avec les mots un petit peu, puisque le jeu est important pour moi aussi. Donc il y a toute cette symbolique en fait autour du temps où l'œuvre est à la fois hors du temps mais aussi dans le temps. Absolument. Ça c'est assez ingénieux comme approche. Et le message que vous cherchez à faire passer, parce que derrière cette variété, c'est vrai que le visiteur, il peut peut-être un peu se perdre, même volontairement. Ça peut arriver. Est-ce que vous ne redoutez pas qu'il n'ait pas toute la perception de ce que vous avez voulu lui communiquer? Qu'importe, même s'il n'a pas toute la perception, il a vu quelque chose, il a
perçu quelque chose, ça viendra après. Tout ne vient pas d'un coup de toute façon, et le temps est là encore. On a le sentiment que vous jouez aussi bien avec vos œuvres qu'avec le visiteur, c'est-à-dire que vous l'intégrez dans le processus artistique. Absolument. Quel rôle est-ce qu'il est amené à jouer devant vos œuvres, d'ailleurs de manière consciente ou inconsciente? Mais je ne sais pas, moi je propose quelque chose, c'est comme lancer un ballon, il le prend pas, il tombe à côté, il le rejette. Enfin, je ne peux pas anticiper la réaction d'un spectateur. Tout ce qui compte pour moi, c'est proposer mon imaginaire, et souvent on a le même finalement. Alors parmi les matières que vous utilisez, il y a beaucoup de bois, il est très présent, j'ai vu ça, j'ai pas encore eu la chance d'aller voir l'exposition, mais je m'y rendrai. J'ai vu le catalogue, j'ai regardé tout ce qui a été fait autour. Pourquoi le bois? Le bois, tout simplement comme la pierre. La pierre est le minéral le plus ancien qui a un rapport avec l'homme, et le bois, c'est le premier matériau que l'homme a utilisé pour travailler, pour qu'il a pu modeler. D'ailleurs, les couleurs aussi rappellent beaucoup la pierre, et les formes aussi sont très arrondies. C'est quoi cette dimension féminine de l'artiste qui s'exprime? Je pense plus que c'est... Oui, de toute façon, encore que non. On a souvent cru que j'étais un homme quand je faisais des expositions. J'ai des anecdotes où, dans un vernissage, on a salué un monsieur au lieu que moi. Pourquoi donc? En pensant que c'était un homme qui avait fait ça. Mais c'est pas grave, j'étais vexée, mais j'ai fait attention. Et donc ces rondeurs, ces formes... Plus peut-être le temps, l'érosion, et encore le temps, et l'eau. L'impact effectivement de l'eau qu'on peut trouver, les galets dans les rivières. D'ailleurs, certaines et formes les météorites le rappellent. Sont souvent tombées et les météorites qui tombent d'ailleurs, et on qui en ont parlait créé il y a la vie quelques temps comme dans ça. cette édition. Absolument. Bah, écoutez, c'est absolument passionnant et très très ingénieux comme démarche. On vous remercie infiniment d'être venu jusqu'à nous pour nous aider à percer quelques-uns des mystères de votre processus de création, Mounat Charat. Vos œuvres donc à découvrir actuellement à l'espace Artorium. C'est à Casablanca, et on pourra même recevoir, je le montre, ce catalogue. Voilà, dès qu'on arrive à l'exposition. Double intérêt d'aller voir ce que vous nous avez présenté. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Beaucoup. Je vous emmène maintenant en plein désert, à quelques encablures de Marrakech. Agafay est devenue une destination très appréciée par les touristes du monde entier, au point d'être citée en exemple, tenez-vous bien, par le magazine américain Forbes. Reportage Isa Charqi et Rafiqa Goumed. Des centaines de kilomètres de désert, nous sommes à Agafay, la destination tendance du moment. Un lieu pittoresque qui propose aux touristes d'ici et d'ailleurs plusieurs activités pour découvrir ce diamant à l'état pur. Nous recevons beaucoup de touristes étrangers et des Marocains résidant à l'étranger également. Ils allaient avant à la Palmeraie, mais aujourd'hui ils préfèrent Agafay car c'est très beau ici. C'est vraiment très amusant, j'ai toujours aimé rouler dans la nature, c'est donc parfait pour moi. Cette magnifique vue nous offre une très belle expérience. Bivouac de charme, piscine et restauration, cet établissement propose aux visiteurs en quête de déconnexion le confort nécessaire au cœur du désert. 90% de nos clients sont des étrangers. Nous leur offrons tout ce dont ils ont besoin en matière d'activités de restauration et d'hébergement. Les touristes viennent ici à la recherche de cette expérience qu'offre le désert. Un dépaysement complet. Je ne m'attendais pas à trouver une si belle décoration dans le désert. Et c'est calme, ça change de Marrakech. Ce qu'on a mangé jusque-là a toujours été très bon. Agafay est sans conteste devenu The Place to Be, un endroit au charme envoûtant situé à peine 30 km de Marrakech et qui promet de vous offrir une expérience inédite. Et pour clore cette édition, ces images absolument incroyables d'un calamar de 2,5 mètres de long. Il a été filmé par 2 plongeurs japonais au large de la côte ouest de l'archipel nippon. Les calamars géants s'échouent parfois sur les côtes, mais il est très rare de pouvoir les observer nageant dans la mer. Il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce dimanche 22 janvier. Les nombreuses condamnations et dénonciations à l'encontre de la résolution hostile au Maroc adoptée jeudi par le Parlement européen, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire au Parlement arabe en passant par le CCME. Demain, les 2 chambres du Parlement marocain lui consacrent une session plénière conjointe. Dans un instant, que du sport suivi d'El Messaïa présenté par Bouchra Raif pendant la semaine, c'est Yassine Benbel qui vous accompagne. Nous on se retrouve vendredi prochain pour le 20h Week-end. Même heure, même endroit.